Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, on a recevoir professeur Camille Chalmers, économiste. Avec lui, nous pourrons regarder la conjoncture politique là. Nous connaissons Haïti à vivre une situation catastrophique, chaotique et qui empire ces 2 dernières années. Nous pourrons regarder divers points dans l'actualité politique là avec professeur Camille Chalmers. Si vous faites passer sur channel ça, abonnez si vous pouvez faire ça et puis cliquez sur cloche notification pour ne pas rater nouvelles vidéos nous. Professeur Camille Chalmers, bonjour, merci parce que vous mettez disponible pour nous pour interview ça. Pays d'Haïti sont marqué 220 années d'indépendance dans une situation chaotique, c'est pas une date que nous marquons, Jeanne doit marquer 220 années d'indépendance. Maintenant, qui ça selon même en tant que monde qui souterrain, monde qui a observé la situation politique là, qui ça qui fait après la chute des Duvalier nous échouer à faire de Haïti un état côté droit moun respecter, côté jeune yo ka planifier avenir yo, côté moun ka vivre tant que moun. Bon, nous saluons toute l'équipe là et nous bien contents avec nous aujourd'hui. Non, nous croyons que explication li très facilement au cas joindre dans type de lutte qui caractérisait période 86-2024 là. Ça veut dire que, évidemment, entre les différentes factions, les différentes classes sociales, les différentes couches sociales, il n'y a pas le même intérêt, pas la même vision. Et bataille que mener l'une avec l'autre. Expliquer, on t'a dit, le fait que ça a été les transitions démocratiques là échoué. Donc, il est clair qu'à l'intérieur de transition démocratique, entre guillemets, il y a plusieurs projets. Et le projet qui est triomphant, c'est le projet des forces économiques de l'oligarchie associés à l'impérialisme, qui sont un projet antinational, qui sont un projet de maintien de contrôle absolu sur le jeu politique en Haïti. Parce que pas oublier que Haïti trouvait dans une région extrêmement stratégique pour les États-Unis. Donc dans le cadre de combat entre grandes puissances qui gagnent aujourd'hui, il est très important que le Kembe contrôle ce Caraïbe et Haïti dans le Caraïbe. Et en plus, il y a déjà un axe Cuba-Venezuela. Donc si vous venez ajouter Haïti dans l'axe, ça veut dire qu'il y a un changement de rapport de force au niveau géopolitique de la Caraïbe. Donc, il y a un pile investissement que l'impérialisme a fait pour être capable de bloquer toute avancée des classes populaires qui étaient capables de remettre en question le système de domination qui est installé depuis 1915 là, et pour neutraliser, éliminer, très souvent par la violence, tout effort de récupération de l'autodétermination, tout effort de récupération de la souveraineté et tout effort pour être capable de définir un projet économique qui est différent. Et pendant 2023, effectivement, la situation est dramatique. Haïti victime, t'as dit, de 3 armes de destruction massive, ou gain sécurité d'abord, ou gain migration comme deuxième arme de destruction massive, et pour gain les politiques néolibérales qui sont en application depuis 1983 et qui produisent des effets très négatifs sur l'économie, notamment contre l'économie paysanne, côté que vous réussi de plus en plus à marginaliser l'économie paysanne. Imaginez, Anessa, l'économie paysanne fournit seulement 17% du PIB, alors que nous sommes au-dessus de 50%, c'est pas dans les années 70. Et de plus en plus, c'est un pays qui vient dépendant des exportations, des importations, un pays qui est de plus en plus dépendant du secteur externe. Et de plus en plus, décisions qu'a prises, c'est des décisions qui échappent à l'acteur économique national. Donc, je pense que 2023, et je pense qu'il y a 2 événements qui sont extrêmement significatifs en 2023. Le premier événement, c'est le communiqué du Fonds monétaire international de mars 2023 qui applaudit la gestion économique de M. Ariel Henry. Ça est extrêmement significatif. Pas aucun genre pour que le monde comprenne qui gens que FMI est capable de satisfaire de résultats Ariel Henry si les résultats Ariel Henry pas correspondent à projet que vous avez au pays. Tu vois? Parce qu'il est évident un pays qui vit 5 ans de décroissance, ça veut dire un pays qui est en dépression économique. Dans l'histoire économique d'Haïti, ce n'est pas fait souvent que nous avons 5 années de décroissance, ou un pays qui a gagné, par exemple, une inflation autour de 48 jusqu'à 50% pendant l'année 2023, qui fait que de Haïti, pays qui a gagné plus grosse inflation dans le continent après Venezuela et Argentine,
pas? Un pays qui gagne une crise du taux de change, avec une très grande volatilité du taux de change, avec une dépréciation rapide de la gourde, un effondrement du pouvoir d'achat, une augmentation des prix stratégiques, des prix des biens stratégiques, par exemple, carburant a augmenté de l'ordre de 260%. Donc, le chômage là a grandi, donc nous perdu des dizaines de milliers d'emplois pendant l'année 2023. Et on gagne moitié de la population qui vit dans l'insécurité alimentaire et une grande partie de la population qui vit dans la pauvreté extrême. Donc, si vous regardez un bilan comme ça et pour applaudir, ça veut dire que c'est ça qu'on cherche. Donc, il est extrêmement important que nous voyons que ça qui est le résultat 2023, ce n'est pas l'effet du hasard, mais c'est l'effet de projets politiques qui s'affirment de façon très claire, en particulier depuis 2010, côté que il y a des secteurs dans la classe dominante connectés avec l'impérialisme américain qui ont besoin de transformer Haïti en entité chaotique et ingouvernable pour être capable de faire des transformations économiques et sociales que ont besoin pour affermir la domination américaine dans ce pays. Maintenant, voilà, c'est ça que nous vivons. Alors, ça, c'est du côté des forces dominantes. Mais de l'autre côté, il y a eu un événement extrêmement important qui c'est la décision prise par les paysans de Maribaou en août, à la fin du mois d'août 2023, de reprendre la construction du canal sur la rivière Massacre. Parce que ça, c'est un événement extrêmement important et qui voyait des messages fondamentaux à la nation. Pour un message, c'est que nous, si nous voulons construire l'économie paysanne, il faut que nous coupions fâchés avec division régionale du travail que l'impérialisme américain a construit dans les Caraïbes. Côté, par exemple, il a investi massivement pour moderniser l'industrie sucrière à Cuba et en République dominicaine. Et puis, ils ont décidé à Haïti à fournir main-d'œuvre à bon marché. Et ils ont organisé la migration. Donc, pour capable gagner une migration, pour que Haïti soit capable d'émettre, voyer main-d'œuvre aller, exportateur net de main-d'œuvre comme ça, il faut que la situation interne pas bon même. Donc, je t'ai dit que la misère chronique que nous vivons dans le pays d'Haïti est fonctionnelle par rapport au rôle que Haïti jouait dans le bassin Caraïbe. Et les paysans Maribaou dit non, il faut que nous produisions. Il faut nous produire manger nous. Il faut nous sortir dans la dépendance alimentaire organisée. Parce que le projet néolibéral organiser dépendance alimentaire pays. Haïti n'a pas aucune raison pour que les rentrent dans la dépendance alimentaire. C'est un pays qui a des potentialités énormes de production céréalière, qui a des potentialités énormes de production de légumes et potentialités énormes de production de poissons, n'est-ce pas? Et c'est un pays qui vraiment, par exemple, si on regarde des fruits, c'est pas pour production de fruits dans le pays, c'est extraordinaire. Si on regarde par exemple mangue, Haïti produit 650 000 tonnes métriques mango chaque année. Donc, et avec une plus grande variété de mango qui existait sur la terre. Donc, il y a un paquet de potentialités. Comment se fait-il que notre pays a un grand goût? Comment se fait-il que notre pays nous obligé à acheter manger dans les États-Unis avec la République dominicaine? Donc, c'est une dépendance alimentaire fabriquée. Et Maribaou dit non, il faut nous sortir de la dépendance alimentaire. Ça, nous avons par exemple des potentiels énormes au niveau des ressources hydriques. Haïti, c'est un pays qui a 112 rivières. Dans 112 rivières, il y a au moins 40 qui ont un débit très élevé. Et malgré que nous gagnons 112 rivières après dans le pays, les gens ne peuvent pas joindre de l'eau potable pour boire, pas de service d'assainissement, et la majorité des paysans dépendent de la pluie. Donc c'est paradoxal quand l'État néocolonial construit contre la nation, qui ne peut même reconnaître, qui ne peut même travailler à partir de potentialités, de force que les paysans gagnent. C'est ça que Maribaou dit. Il faut que nous rompions avec le paradigme, il faut que nous rompions avec l'orientation, pour nous entrer dans la construction de la souveraineté alimentaire, ou construction de la souveraineté nationale et de l'autodétermination. Donc, je pense que c'est un message très puissant. Et effectivement, il y a un secteur de la nation qui comprend le message qui reçoit, qui adopte, et nous qui enthousiasme que Maribaou a provoqué, un véritable réveil citoyen au niveau national, qui montrait que il y a un pile haïtien qui voulait construire le pays et qui comprennent qui ça pour faire pour entrer dans un véritable travail de construction nationale. Par rapport à message ça, mon Wanamet haïtien à travers continuité construction canal Wanamet là sur rivière Massacre là, par rapport à message ça, vous voyez maintenant comment ou même ouais les partis politiques qui t'a doué prend message ça, mettez-le dans le programme politique yo, et comment ouais parti yo même responsable de parti yo tout, est-ce que yo conscient yo maîtriser un jeu géopolitique qui gagne par rapport à emprise impérialiste dans ce pays, Jean Sot Abdil au début.
Oh, pas du tout. D'ailleurs, nous voyons que la majorité des partis politiques, ils ont fait silence sur la question maintenant, ça n'a pas intéressé. Même gens, toute question fondamentale sur l'avenir du pays d'Haïti pas intéressé. La grande majorité de partis politiques qu'on a là, c'est des partis politiques qui au service de l'impérialisme et qui a pu mettre des messages avec un peu de précaution pour ne pas gêner l'impérialisme. Il ne faut pas dire un bagage pour l'impérialisme fâché. Donc c'est ça qui boussole. Et nous voyons que, alors que Marie Baouta doit provoquer un véritable enthousiasme au niveau des appareils politiques, nous voyons que c'est plutôt des organisations sociales, c'est la diaspora qui accompagne la question maintenant et qui comprend l'importance. Donc, dans ce sens-là, nous avons des partis politiques qui doivent être complètement redéfinis, qui doivent être réorganisés, qui doivent connecter avec la réalité sociale et politique du pays d'Haïti, parce que nous avons justement un problème fondamental, c'est qu'on a l'État qui est déconnecté avec la nation. Hein? Par exemple, au contrôlement de passé, il y a 285 000 cas écrasés Port-au-Prince. Au niveau du budget de l'État, pas jamais de priorité qui baille au projet de logements sociaux. Ou bien choléra qui a fait ravage dans le pays. Hein? Ou pas ouais que une augmentation significative du budget de la santé publique pour faire face à choléra. Donc, ou toujours gagner au pays qui a géré avec une logique d'extraversion, côté que c'est pas acteur qui est dans le pays qui est important. Par exemple, je dis, nous voyons qui gens que avec quel cynisme dirigeants pays applaudit le fait qu'il y ait une augmentation des recettes fiscales, alors qu'en même temps, la population l'a crevé dans la misère. Donc, comment on va applaudir les recettes fiscales, alors que les recettes fiscales, ça est fait avec une logique de répression fiscale, et en même temps, les recettes fiscales ont augmenté véritablement, mais qui ça que vous fait avec les recettes fiscales, ça? Est-ce qu'il y a une augmentation de services de nettoyage? Nous voyons qui que toute ville a sombré en bas fatra. Okay. Est-ce qu'il y a une augmentation de services de l'eau potable? Non. Est-ce qu'il y a une augmentation de services d'électricité? Est-ce qu'il y a une amélioration des services de santé publique? Non. Donc ça veut dire que l'augmentation de recettes, ça n'a pas vraiment provoqué aucun changement qualitatif important parce que justement, on a l'État qui n'est pas intéressé à la condition de vie de la population, hein, qui n'a pas mis ça comme priorité et sont l'État antinational, sont l'État qui travaille pour des donneurs d'ordre externes et ça n'a pas intéressé que nous avons mourir en goût, ça n'a pas intéressé que nous avons mourir en babal, ça n'a pas intéressé que des dizaines de milliers de monde objets courir, qui étaient cailloux, feuilles, etc. Donc des tragédies de grande dimension. Nous voyons qui gens par exemple à peu près de la même période comment que Carrefour-Feuille, okay, des dizaines de milliers de monde objets qui étaient cailloux, un nombre très important de morts, de blessés, de maisons incendiées. Et puis nous voyons que le gouvernement fait silence sur ça. Alors que même ce maintenant, le gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, dénonçait Hamas pour attaque qu'il a fait contre des civils israéliens. Donc nous voyons qui deux poids, deux mesures et montrer orientation du gouvernement ça, qui est en nette continuité avec l'État antinational, néocolonial, qui a été construit à partir de 1915 sous le contrôle exclusif du département d'État. Maintenant, l'État antinational, ça, professeur Chalmers, comment nous avons changé? Est-ce que nous avons changé? L'on regarder, l'on considérer, Jean Dabdilla, des responsables politiques, des dirigeants politiques qui présentent tête comme des restes avec, yo asservi à l'international. Comment nous avons changé dans une situation comme ça, à côté que ou pas des dirigeants qui mettent yo dans une situation pour traiter d'égal à égal avec l'international? Oui, il faut une rupture totale avec les pratiques politiques des dirigeants que nous avons depuis 1915 pratiquement, avec quelques rares exceptions. Côté que classe politique et disons les dirigeants politiques que nous avons eus depuis 1915, c'est des dirigeants politiques qui acceptaient que au service de l'impérialisme, au service de ça que le département a décidé, et ils ne sont pas intéressés du tout à ce qui passe dans le pays. Ils ne sont pas intéressés à la condition mondiale, ils ne sont pas intéressés à la misère mondiale, ils ne sont pas intéressés à la gagou mondiale. Ce qui est intéressé, c'est plaire aux donneurs d'ordre, parce que vous pensez que ces donneurs d'ordre qui ont assuré continuité au pouvoir. Ouais. Tu vois? Donc, il est clair que, et par exemple, comment que depuis 2010, l'impérialisme remet paysan au secteur d'extrême droite, qui lui-même définit tête comme bandit légal. Pas? Donc, nous rentrons dans un processus de gangstérisation du système politique et une gangstérisation qui a pas affirmé dans tous les secteurs, dans tous les segments. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, quantité de monde qui était dans la question commerce-drogue, au niveau de l'État, comment que gestion a fait, qui gens que les dirigeants de l'État
utiliser gang pour freiner la mobilisation populaire et utiliser gang comme instrument pour être capable de détruire la société, désorganiser la société. Parce que soit on analyse par exemple l'action que gang a fait, c'est clair que ce n'est pas du banditisme pur. Parce que si c'était des bandits qui ont cherché l'argent, pour qui ça crase l'hôpital? C'est pas l'argent dans l'hôpital. Pour qui ça, c'est docteur par exemple qui a prélevé? Pour qui ça pourrait écraser l'hôpital Milo, qui sont dans l'hôpital de référence dans le pays? Donc c'est vraiment un projet de désarticulation pays, de destruction nationale, avec à l'intérieur d'un projet politique très clair, qui est le projet politique qui s'affirme depuis 2010 avec le PHTK et ses alliés. Très bien. Maintenant, jeudi, après plusieurs séances de négociations entre les protagonistes, pour te arriver joindre un accord de sortie de crise, pas rien qui arrive trouver. Et où gain l'impression, Jean Sotap expliqué là tout, c'est la communauté internationale, principalement les Américains, qui a gagné pour décider au final. Est-ce qu'il est encore possible que nous jouions une solution haïtienne à la crise qui gagne aujourd'hui là? Bon, il est clair que dans tout débat qui est fait autour des accords, c'est des débats qui sont contrôlés par l'impérialisme américain, parce qu'il y a un contrôle sur l'acteur politique. Tu vois? Et c'est eux-mêmes qui constituent le principal blocage. Et puis en même temps, ils développent une rhétorique pour dire que Haïti n'est pas qu'Antonio, c'est parce que Haïti a une bataille avec l'autre qui fait des problèmes. C'est une rhétorique qu'ils ont développée depuis 1915. Alors que c'est eux-mêmes qui créent les problèmes. C'est eux-mêmes qui créent justement toute dissension ça. Et justement, ils fait que les acteurs ne sont pas disposés de toute autonomie pour être capables de discuter et décider. Donc il est évident que tout autant que ne pas modifier le jouet politique, ça, nous ne sommes pas capables de sortir de crise qui n'en bénéficie pas haïtien. Et sortie de crise qui n'a pas ménagé aujourd'hui, c'est une sortie de crise qui est complètement contre les intérêts stratégiques de la nation, à travers une nouvelle occupation militaire, à travers un changement de la Constitution pour être capable de retirer tout ça qui gênait l'impérialisme landani, n'est-ce pas? Et troisièmement, organisation d'élections totalement contrôlées par les forces d'extrême droite. C'est ça qui est agenda, et je dis on va l'utiliser Kenya, n'est-ce pas? On va l'instrumentaliser Kenya, soi-disant appui d'un peuple noir à un autre peuple noir. On connaît que Kenya est totalement entré dans l'agenda impérialiste et très certainement va le déployer même type de pratique que l'autre occupation militaire que dans le pays que nous connaissons, comme MINUSTA et d'autres occupations, qui aggravaient la crise structurelle de la société haïtienne, qui contribuent à désorganiser l'État. On y prend un exemple, système pénitentiaire là, par exemple. Système pénitentiaire aujourd'hui a plus mal longtemps parce qu'avant MINUSTA est arrivé. Alors que le objectif central de résolution, c'était améliorer le fonctionnement de la fonctionnalité du système pénitentiaire. Donc je dis, il est clair que il faut que nous rompions totalement avec la pratique ça. Il faut que nous rompions avec l'application politique néolibérale. Il faut nous définir population, bien-être population comme priorité fondamentale de toute action économique et politique. Et à ce moment-là, nous sommes capables effectivement d'enclencher un mécanisme de sortie de crise, côté que nous sortions complètement dans l'architecture politique créée à partir de 1915. Et il faut faire très attention avec tout type de manipulation, côté vous voyez des gens qui apparaissent comme des sauveurs, qui viennent sauver le pays, alors que les gens nous connaissons que c'est des gens qui sont à l'intérieur du plan impérialiste. C'est des gens qui, d'ailleurs, ont tout un passé lié justement à la gangstérisation que nous t'ai parlé là. Et puis, il y a essayé d'endioser la population avec tout un ensemble de discours soi-disant nationalistes, mais qui ne parlent rien pour le voir, ni à pratique, ni à ça que vous représentez comme monde. Donc, il est clair que, je dis, il faut un changement radical côté pays sorti en bas contrôle marchand de drogue, côté sorti pays sorti en bas gangster, côté sorti en bas contrôle bandits de toutes sortes qui justement a pas organisé le chaos au profit de leur famille, au profit de leur clan politique et au profit de l'impérialisme américain. Ça me pense que le possible. Il est possible, il est nécessaire, il est urgent et il faut que acteurs sociaux, parce que pour nous faire, c'est construire des acteurs sociaux lucides, pas? Et des organisations paysannes, des organisations de femmes, des organisations de quartier, des organisations de jeunes, des organisations universitaires. Ça, c'est un travail essentiel parce qu'en pile d'organisations qui existaient là, je veux dire, ils ont colonisé, ils ont contrôlé par l'impérialisme à travers le financement, à travers leur agenda, etc. Et en même temps, il faut que nous créions
l'autre dynamique politique avec des acteurs politiques qui justement en nette intégration avec les dynamiques populaires. Donc, côté que plus à l'écoute de ça que la population a dit, au lieu qu'à l'écoute de ça que de l'autre qui a sorti du département d'État. Donc, ça veut dire, on t'a dit un renversement de perspective totale. Okay? Par exemple, et nous croyons que Marie Barou, dans ça, c'est une leçon que le potato, côté nous dit, nous pas doué obéir l'ordre que M. Abinader baille. Nous pas pour nous obéir à l'ordre que M. Abinader baille. Abinader n'est pas président d'Haïti. Tu vois, donc nous pas pour nous obéir à l'ordre Abinader, tant qu'on pas pour nous obéir à l'ordre que le président français baille, ni que le président américain baille. OK? Parce que c'est un bail fondamental. Et justement, ce réveil citoyen, ce réveil de la dignité, parce que c'est fondamental pour nous construire de nouveaux projets politiques et aller vers effectivement une refondation nationale qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Avant de finir l'interview, professeur Chalmers, au une déclaration que fait là, qui est un peu voilée, mais qui était éclaircie pour la population. Et le cas de Guy Philippe, selon l'intervention, on fait là, en aucun cas, il n'est pas qu'à représenter un sauveur dans sa nouille là. Pas du tout. Il est clair que c'est une manipulation, parce que ce n'est pas par hasard qu'il a été libéré à ce moment-là. Ce n'est pas par hasard que tu es volé en Haïti dans ce moment-là, alors que nous, ça qui est passé avec Manuel Noriega. Manuel Noriega a fait 17 ans de prison aux États-Unis. L'œil fin purgé peine, qui ça a fait? Il a volé la France. Il n'a pas quitté le retourner au Panama. Et il fait 10 ans de prison en France. Donc si vous voulez que Guy Philippe, par exemple, était capable de voler en Équateur, il a prouvé qu'il a fait blanchiment l'argent dans le pays Équateur. Donc l'État équatorien a toute base juridique pour mettre Guy Philippe dans la prison. Donc il était capable de voler la prison en Équateur. Donc ils ont dans le cadre de projet impérialiste. C'est ça, ils ont décidé de voler en Haïti avec une mission très précise à l'intérieur de combat politique qui gagne aujourd'hui. Donc il est très important que la population comprenne ça et pas quitter endiosé par tout discours soi-disant nationaliste que la Kembe lorsque nous connaissons que il bénéficie de tout appui impérialiste. C'est probablement impérialiste qui l'ordre libéral, le DCPJ libéral. Nous voyons qu'il dispose de beaucoup de moyens, en pile l'argent, en pile âme, c'est pas? Donc tout bagage ça, c'est pas par hasard. Il est clair que il y a une mission très, très précise que nous pas connaître en détail, n'est-ce pas? Mais c'est clair que il y a une mission qui est à l'intérieur de projets impérialistes gagnés pour le pays. Et en même temps, il y a prolongé volonté pour humilier le pays. Parce que imaginez quand tu as un ancien dealer de drogue et criminel, etc., vient président du pays, ou bien qui est acteur principal qui a défini qui est le président du pays, c'est continuer l'humiliation de ce pays. Donc, vous passez de Mantéli, que tout le monde est connecté dans la drogue, vous passez à un autre dealer de drogue. Donc, c'est la même continuité dans le cadre de gangstérisation et dans le cadre d'organisation chaos qu'il a fait pour le pays d'Haïti. Donc, pour nous finir, professeur Chalmers, nous avons appuyer nous sur le signal ça, que Mounouana met voyer côté au montrer nous mobiliser ensemble pour ça concerner nous concerner pays nous concerner défense et indépendance nous tout droit pour nous déterminer ça bon pour nous avons appuyer sur le signal ça pour nous retirer Haïti dans ça là. Tout à fait parce que c'est un message très puissant et nous encore une fois saluer courage, lucidité et détermination paysan Marie Barou et des organisations de paysannes que nous-mêmes nous travaillons avec depuis plus de 25 ans et qui lançaient un défi à la nation pour nous ramasser Marie Barou, pour nous ramasser décision ça demandait tout que nous entrions dans toute rupture que nous avons parlé là, notamment rupture par rapport à la soumission totale face à l'impérialisme et aux acteurs étrangers, rupture par rapport à l'orientation macroéconomique de ce pays. Par exemple, le Fonds monétaire international, très content des résultats économiques de l'année 2022, de l'année 2023. Et donc, comme on a pour Gangou, ce n'est pas un problème, au contraire. Plus que gain de désespoir dans le pays, plus Haïti a joué le rôle fondamental que va jouer, qui c'est expulsion de main-d'œuvre. Nous voyons que migration. Alors, dans la question de migration, il y a deux aspects importants pour le souligner. Il y a la question de la déstructuration des institutions haïtiennes. Je veux dire, toute institution haïtienne a un problème. Il y a des institutions qui ont perdu des centaines de cadres. À l'université, par exemple, il y a un paquet de professeurs à plein temps partis, par contre, etc., des médecins, etc., des ingénieurs, des architectes, etc. Et migration, l'autre aspect encore, il y a les déportés.
pas aucune enquête qui fait pour qu'on ait dans masse de déportés que les États-Unis envoient nous chaque année et le Canada envoie nous chaque année. Qui est-ce qui était des repris de justice? Qui est-ce qui était dans des gangs aux États-Unis et qui bénéficiait d'une formation militaire que mettait en application aujourd'hui au niveau de gangs? Donc nous voyons que gang migration utilisée dans un double mécanisme, non seulement pour capter tout un ensemble de ressources que la population fait des sacrifices, parce que pour le monde venir médecin en Haïti, combien de monde dans la famille qui fait des sacrifices pour être capable de financer les études, pour capable de manger, pour capable de permettre d'acheter des livres, etc. Et puis, quand il y a un monde qui docteur, pour un bail, il fait aller aux États-Unis. Donc ça veut dire tout investissement collectif que le pays en fait pour former cadre ça au perdu. Et par exemple, quelle compensation. Okay? Et puis en même temps, il y a utilisé le rapatriement et tout comme un mécanisme de déstabilisation. Parce que beaucoup de rapatriés, on ne pas dit tout, hein, bien sûr, on ne pas dit tout, parce qu'il ne faut pas faire stigmatisation, mais il y a pile de rapatriés qui sont des repris de justice. Et la migration américaine, pas même estimé que l'obligé de transmettre à la police nationale d'Haïti les dossiers de ces rapatriés. Okay? Donc, on gagne un double mécanisme de déstabilisation à travers la migration, non seulement les flux externes, mais aussi les flux intrants. Côté que, effectivement, nous n'avons pas de contrôle sur mon capantrio et nous connaissons qui gens que le commerce d'âme, par exemple, commerce d'âme, qui fait que gang bénéficient d'une alimentation illimitée en termes de armes et de munitions qui viennent des États-Unis ou qui passaient par la République dominicaine. Okay? Et MINUSTAH, qui a comme objectif en principe de renforcer les appareils de l'État. Comment se fait-il que MINUSTAH allait? Et puis, on pas même un bateau pour contrôler 1700 km de côte. Ou pas gagner aucune institution qui à part 2-3 bails très embryonnaires, mais qui a contrôlé 392 km de frontières. Donc, le contrôle de la frontière, le contrôle des côtes, ça fait partie de la sécurité nationale. C'est des bails extrêmement importants, extrêmement stratégiques. Ça, c'est l'armée qui t'a dû assurer le refus international à tout. Ça, puis la ministère, pendant que là, il a demandé Uruguay des bateaux pour faire des inspections au niveau de la côte. Il a allé à tout le bateau. Pour montrer au sinistre, non? Par exemple, le ministère a gagné des infrastructures de potabilisation de l'eau. Okay? De traitement de l'eau pour capable de rendre l'eau en potable. Tous les outils ça ont été utilisés au niveau des camps de la ministère. Pour aller, ils ont allé avec tout. Pour qu'ils ne soient pas quittés pour la population. Donc, ils montrent au cynisme domination. Mais là, ça, c'est le problème dirigeant tout. En termes de vision pour la protection du territoire, il y a des fait demande là tout, demander ça tout. Oui, mais c'est des investir dans la sécurité pour nous gagner plus matériel pour permettre force l'audio protéger le territoire. C'est des dirigeants qui sont en train d'exécuter des ordres qui viennent de l'extérieur. Nous voyons comment, par exemple, quelle que soit la décision que Martelly prend, quelle que soit la décision que Jovenel Moïse prend, quelle que soit la décision que Ariel Henry prend, nous voyons que l'impérialisme a bas copié. Okay? Donc ce sont des dirigeants politiques qui sont au service d'un projet de destruction de la nation, d'un projet d'affaiblissement de ce pays, d'un projet d'organisation du chaos et qui, pas de limite, n'a appliqué, disons, orientation ça, n'a appliqué projet ça. Et c'est ça qui bat nos résultats que nous avons aujourd'hui. Donc il faut une nouvelle classe politique, il faut de nouveaux appareils politiques et il faut surtout un projet national totalement différent, qui est en rupture par rapport à un projet qui est en application et qui conduit le pays en situation que nous avons aujourd'hui. Il faut évidemment que Marie Barou accompagne de tout ensemble d'autres initiatives, notamment contrôle sanitaire des produits qui rentrent et qui sortent, parce qu'aujourd'hui, toute qualité produit entrée dans le pays sans aucun contrôle. Okay? Il y a parlé de renforcement de la douane, mais le renforcement de la douane conduit simplement à l'augmentation des recettes douanières de l'État, mais pas une amélioration qualitative de capacité de la douane pour les contrôler véritablement qui produit cap entrée, qui produit cap sortie. Nous voyons gens que une simple décision, par exemple, que le ministère de l'Agriculture prend pour demander que firme cap exporté vers Haïti pour avec eux pour un certificat sanitaire qui montrait que yo indemne de grippe aviaire, nous voyons que la majorité des entreprises dominicaines n'ont pas de foutu remplir les conditions ça. Et ça qui te permet que tu gagnes pendant plusieurs années une augmentation significative de
production de poules avec œufs dans le pays, n'est-ce pas? Côté que nous avons réussi à arriver presque à 50% de la demande. Alors qu'avant, 90% de la demande était satisfaite par les importations dominicaines. Et je dis, ils retournent dans la même situation parce que toute entreprise ça disparaît. Donc, comment se fait-il que, par exemple, l'État n'a pas affirmé que les recettes n'ont pas augmenté, ce qui est vrai, mais les recettes ont augmenté de façon extrêmement importante, et puis, l'investissement public n'a pas augmenté. Pour qui ça, par exemple, n'a pas profité de cette extraordinaire conjoncture, le M. Abinader décide de fermer les frontières, pour qui ça n'a pas investi? Par exemple, dans la production d'œufs, dans la production poules, dans la production tout un de produits qui sont très facilement capables de fabriquer dans le pays d'Haïti et que nous continuons à importer et qui sont très souvent des produits de mauvaise qualité. Je dis pratiquement, il y a une série de zones de production extrêmement riches dans le pays d'Haïti. Quand on va aller, on voit que la moyenne d'âge moun qui travaille, c'est au-dessus de 50 ans. Ça veut dire toute force qui est capable de produire richesse, ils extirpent et puis ils vont l'aller. Donc ça, c'est très clair. Donc c'est un projet de destruction de ce pays qui est lié évidemment à des questions historiques, parce qu'il y a la révolution de 1804. Il faut absolument démontrer que ces nègres sont incapables de se diriger. Il faut montrer que cette expérience ne peut conduire qu'à un échec. Et pas oublier que domination capitaliste et impérialiste est connectée avec un racisme structurel. Et c'est ça qui fait que très souvent, on ne peut pas comprendre la différenciation qui gagne entre domination sur Haïti avec domination par exemple sur l'autre pays dans la région. Le racisme structurel, ça, il est fondamental. Parce que pour les Américains, renforcer le type de politique de ségrégation et de domination que gagne contre les Noirs américains, il faut affirmer que Haïti est un échec. Donc, il y a une connexion entre, on t'a dit, ça qui a passé au niveau des luttes sociales aux États-Unis et ça qui a passé en Haïti. Et Jacques Roumain, dans plusieurs textes, c'est un auteur qui était ouais ça très clairement, comment que racisme structurel, capitalisme et impérialisme, les impliquer une férocité et une violence dans le cadre de domination contre le pays d'Haïti. Nous pensons que l'année 2024 est une année importante, c'est une année qui demande un peu de courage, un peu de détermination, un peu de lucidité politique. Et nous espérons que la population est embarquée dans des processus dynamiques et courageux de reconstruction nationale. Parce qu'il y a une chose que nous n'avons pas dit, c'est que pendant l'année 2022-2023, il y a un paquet d'initiatives locales extrêmement intéressantes. Il y a un paquet d'initiatives de production, par exemple dans la zone comme NIP, comme Grandance, il y a un paquet de régions qui sont en surproduction. Parce qu'avec Martissan, il n'est pas capable d'acheminer vers les bassins de consommation, ce qui implique que Port-au-Prince a porter de plus en plus de biens alimentaires. Mais il y a tout un ensemble d'initiatives locales qui sont à encourager, qui sont à applaudir. Et il faut pouvoir mettre ces initiatives en réseau pour être capable vraiment participer dans l'émergence d'un véritable projet alternatif de refondation nationale. Merci, professeur Chalmers. Nous sommes contents de parler avec vous. Non, c'est un plaisir et nous sommes toujours disponibles et nous souhaitons une bonne chance pour l'émission.